Montpellier, 7 h du matin. La place de la Comédie s'éveille doucement. Comme chaque jour, Charles Fontès, l'un des 3 chefs étoilés de la ville, est le premier client du marché. Les courgettes, elles sont les premières, c'est ça? Elles viennent d'ici? Ouais, Castelnau. D'accord, très bien. C'est les courgettes qui ont été cueillies hier ou avant-hier, juste à côté, dans un petit village juste à côté de Montpellier. Donc voilà, c'est typiquement le genre de produit que je recherche. Un produit comme ça se mange cru, ça se goûte cru, parce que c'est vraiment comme ça qu'on goûte le goût. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pépins, elles sont encore très juteuses, etc. Et quand on le mange, voilà, on retrouve vraiment le goût des courgettes de saison. Charles ne cuisine que des produits locaux, qu'il sélectionne lui-même pour son restaurant. Les asperges, elles sont en plein terre, elles sont sous serre. Ah oui. Ouais, sous serre. Hein. Et c'est comme ça, tous les matins, en me promenant à droite et à gauche, que j'arrive à trouver des nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Alors parfois ça vient la nuit, parfois ça vient le matin, parfois ça vient le soir. Tout dépend, mais voilà. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Montpellier, une source d'inspiration? Nous avons voulu en savoir plus. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons vécu au rythme de ses habitants, avec ceux qui l'illuminent et ceux qui la protègent. Du cœur historique de la ville à sa périphérie, nous avons rencontré Frédéric, le luthier. Avec ses 12 ateliers, Montpellier est un haut lieu de la lutherie française. Un violon, c'est comme une urne, une boîte, et le luthier, il met des choses dedans. C'est une semaine particulière pour Frédéric. Il doit terminer un alto pour un musicien russe. Après un mois de travail, il va savoir si le soliste achète son instrument. Cette semaine est cruciale aussi pour Charles, le chef étoilé. Il ne lui reste que quelques jours pour refaire sa carte de saison. Tous les matins, il rencontre des producteurs locaux à la recherche du produit parfait. C'est un cuirassé, quoi. C'est sublime. Il y a aussi Cécile, la médecin urgentiste. À l'hôpital ou au SAMU, elle travaille le jour et la nuit. Il avait une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque. Pour porter secours aux 260 000 habitants de Montpellier. Puis Morad et Nicolas, du SAMU social. Chaque nuit, avec leur camion, je sais pas si c'est bien chaud. ils sillonnent les rues de la ville pour aider les plus démunis. Et enfin, Fabrice, l'adjudant. C'est l'un des 230 gendarmes de l'agglomération. Des accidents de la route aux différents familiaux. On peut pas prendre ça à la légère. C'est un homme qui est armé d'un fusil canoncillé. Fabrice veille sur la sécurité des résidents. Pendant une semaine, ses habitants nous ont fait découvrir les coulisses de cette ville qui ne dort jamais. L'aventure commence lundi matin, au nord de Montpellier, sur les bords du Lez, dans l'un des plus prestigieux restaurants de la ville. Donc à midi, il y a 35 couverts pour l'instant, et vous prévoyez pour 40. Hein. D'accord ? Après le marché, Charles, le chef, rejoint sa brigade. Une dizaine de cuisiniers, tous en scène pour le service du midi. Fais gaffe que quand ça réduit, le sel réduit aussi. Hein. Dans sa cuisine, le chef n'a qu'un mot d'ordre, des produits frais et d'exception. Jean-Sébastien est pêcheur à Palavas, à 12 km d'ici. Oh, mais c'est magnifique ça. Voilà, turbo 6 kg de... C'est épais. Ah, il bouge. Ah, tu vas pouvoir faire des filets. C'est épais, il est clouté par endroit. Ah oui, c'est le turbo clouté. C'est ce qu'on appelle le turbo clouté. Et avec des asperges, ça sera parfait. Donc là, il m'a appelé ce matin en me disant j'ai quelque chose d'extraordinaire. Et il sait qu'en général, je craque systématiquement. Tout le temps. Tout le temps. Donc je prends. Et puis voilà, quand je vais présenter ça à mes clients, c'est une vraie plus-value. Parce que plus personne ne fait des turbos sauvages aussi beaux que ça. Enfin, on est très peu à en travailler. Donc c'est devenu très rare. Hein. C'est devenu très rare. Alors là, on ne demande même plus le prix, on ne demande plus rien. On achète, on trouve ça tellement beau qu'on se laisse complètement avoir. Mais pas avoir par le prix, avoir par l'émotion d'avoir un tel poisson, quoi. Ah ouais. Le plat du jour, ce sera donc turbo sauvage aux coques et aux asperges. Vous voyez la 60, 3 maquereaux, 2 tartares. Et pour la cuisson d'une pièce aussi rare, c'est le chef qui s'y colle. Je vais faire cuire les turbos dans l'eau sel, hein, de façon traditionnelle.
Il y a quelques années, les pêcheurs d'ici cuisaient le poisson dans l'eau de mer. Là, on recrée l'eau de mer, évidemment. Donc c'est de l'eau relativement salée, avec un petit peu de vinaigre pour que le poisson reste bien blanc. Voici donc pour le turbo sauvage de Méditerranée, asperges et coquillages pour vous, et pour vous aux agrumes et oignons doux des cévennes confits. Cette quête de l'exception a permis à Charles de décrocher sa première étoile il y a 6 ans. Vas-y, 34. L'étoile, c'est vraiment une pression supplémentaire. Vraiment, parce que ça nous oblige à être tout le temps au top. Parce qu'il ne faut pas la perdre, cette étoile. Une fois qu'on l'a, on est bien avec. Si on la perd, il y a forcément des critiques qui vont avec. C'est assez compliqué. Donc, oui, c'est une pression, ça c'est sûr. Un challenge continu pour ce jeune chef qui a d'abord fait ses armes à Paris et à Courchevel avant de racheter cette ancienne auberge, le plus vieux restaurant de la ville. Pour moi, revenir à Montpellier, c'était une évidence. C'était vraiment une évidence parce que je suis né à Montpellier, de parents nés à Montpellier. J'aime cette ville profondément, j'y suis très attaché à la ville et bien sûr à l'arrière-pays, que ce soit la Camargue, le Pic Saint-Loup, la mer évidemment, la Méditerranée, où je suis fou de la Méditerranée, je trouve que c'est la plus belle mer. J'ai beaucoup voyagé pourtant, mais je reviens toujours au même et je trouve ça magnifique, je suis vraiment très attaché à ça. Cette semaine est déterminante pour Charles. Il doit trouver des produits d'exception pour sa nouvelle carte qu'il proposera à ses clients pendant 2 mois. L'excellence, c'est aussi ce que recherche Frédéric. Tous les jours, dans cet hôtel particulier, il ébauche, il rabote, il sculpte. Frédéric est luthier. Il fabrique des violons pour les plus grands musiciens du monde. Alors là, je suis en train d'ébaucher une table d'alto et la sonorité de la gouge dans le bois, ça me dit si ça va faire un bon instrument. Et ça, c'est des... Celui-ci, il est particulièrement bien, ça va faire un alto vraiment très intéressant. L'art de faire un beau violon, c'est avant tout une histoire de bois. Frédéric les sélectionne soigneusement, de l'érable pour le fond, de l'épicéa pour la table, le cœur de l'instrument. Les arbres, c'est un peu comme les humains. Ils sont tous différents. Ils ont un aspect différent, un toucher différent et une sonorité différente. Et j'aime bien aussi savoir quel goût il a. Ça me donne des informations sur quand il a été coupé, savoir s'il y a encore de la sève dedans, s'il est sec, s'il est siliceux. Il a quel goût celui-là? Ben, celui-là, je sais qu'il est bien sec et qu'il est homogène, justement. Attends, on va regarder comment ça plaque, ça. Frédéric et Baptiste, son assistant, travaillent comme les luthiers du XVIIe siècle, entièrement à la main. Vas-y. Au total, 80 pièces de bois, taillées puis assemblées entre elles. On le mouille à l'extérieur et on le serre à plat. 160 heures de travail avant d'entendre le premier son. Ok, ça marche. Avec cette couche de vernis, Frédéric termine la fabrication d'un alto pour un musicien russe. Le virtuose doit venir l'essayer en fin de semaine. On est en train de leur fabriquer un ersatz de leur voix. Donc c'est comme une partie d'eux-mêmes. Et soit ça leur parle et ils vont se servir de l'instrument tous les jours pendant de nombreuses années. Et soit la greffe ne prend pas et c'est même pas la peine, ils vont repartir, ils vont laisser l'instrument. En quittant son atelier, un hôtel particulier du XVIIe siècle, ce passionné de patrimoine traverse le quartier Sainte-Anne. Là, on est dans la partie très ancienne de Montpellier. Donc Montpellier, comme tous les villages du Languedoc, c'est construit sur une colline. Et c'est construit autour en général d'une église ou d'une place.
et c'est construit en escargot. Et donc là, on voit bien la rue est courbe, étroite, et donc c'est vraiment la partie centrale de la vieille ville. Si le calme règne en ce début de semaine, au cœur de la vieille ville, à l'ouest de Montpellier, Fabrice le gendarme a du pain sur la planche. Une série de cambriolages vient d'avoir lieu dans un quartier résidentiel. Et le 14, c'est juste à côté? On va prendre là. Les victimes étaient chez elles au moment du vol. Monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Ça s'est passé cette nuit? Eh oui. Ils ont fouillé que la salle de bain? La salle de bain, oui. D'accord. 3 pièces. Je pense pas. Non, en même temps, comme vous étiez là cette nuit? Oui. On était avant, on dormait. Et vous avez rien entendu du tout? Il me semblait que j'entendais des bruits, mais comme il y a du vent... Oui, c'est... À un moment donné, oui, j'ai écouté, mais bon... Ouais. J'entendais des bruits. Ouais. Bon. Oh, vous êtes... Ça va? Ça va. Allez. Non, mais dites, regardez. Dites-moi tout. La sacoche, là, et ils n'ont pas trouvé, il y avait des bijoux dedans. Bon. Ne mettez pas vos doigts partout, madame, on va regarder nous-mêmes. Ah, c'était ça? Ils l'ont pas trouvé. Et ils n'ont pas trouvé, il y avait des bijoux dedans. Bon, c'est plus grave que prévu parce que là, c'est un couple de personnes âgées. Pendant leur sommeil, les gens sont rentrés chez eux, dans leur intimité. Et donc là, c'est des personnes qui dormiront plus pendant très longtemps. Les voleurs n'ont pris que l'argent liquide contenu dans le sac de la dame. Pour entrer, ils ont fracturé la porte. Les gendarmes prélèvent les empreintes digitales, mais aussi l'ADN du cambrioleur sur une montre qu'il aurait déplacée. Derrière aussi, parce que s'ils ont pris comme ça, tu vois. Comme en selle, de suite, ça y est, c'est scellé. Bon, on vous a piqué quoi, 120 €? Oui. Bon, dans l'absolu, vous êtes en pleine forme, vous êtes, voilà. Non, c'est le fait que quelqu'un rentre. C'est la nuit, oui, voilà. Bon, alors ça, bon. Généralement, ce sont des gamins. Hein. Il ne faut pas s'imaginer le gars de 2 mètres de haut avec un couteau dans les dents, prêt à... Non, c'est pas ça. Hein. Le voleur, aujourd'hui, c'est des gamins qui font 60 kilos, qui sont très, très rapides. Hein. Et si à peine ils vous croisent, ils vont partir. Ils entendent le moindre chose, ils s'en vont. Hein. Donc, vous inquiétez pas avec ça. C'est passé là? Dans le jardin, nouvelle découverte. Une chaise aurait permis aux voleurs de passer chez les voisins. Les propriétaires dormaient aussi au moment du vol. Bonjour, monsieur, dame. Je suis rentrée dans le bureau et là, j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Et j'ai vu mon sac qui est à côté, avec le porte-monnaie renversé. Ouais. Donc, bon, après, on a fait le tour. On a fait... Et d'après vous, ils sont rentrés par où? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, c'est par là. Oui, de toute façon, on va venir voir. Ah, ils ont forcé le fenêtre? Voilà. Ils ont fait un trou à la chimole. T'as vu, Fred, là? C'est rare, ça? Ouais. C'est la première fois que je vois ce système-là, ouais. En fait, ils percent avec un fourré, là. Ouais. Et certainement avec une baguette ou je sais pas, ils arrivent à décrocheter la poignée. C'est vraiment pas classique du tout, ça. Ouais. Ils n'ont rien touché. Hein. Non, ils ont pris que... l'argent, que de l'argent. J'avais mes 2 téléphones qui étaient posés sur le meuble, ils n'ont pas touché. Ouais. Ici, les voleurs sont repartis avec 50 €. Au revoir, hein, messieurs, dames. Merci. À Montpellier, les vols par effraction représentent 10% des interventions de la gendarmerie. À 42 ans, Fabrice apprécie toujours autant son métier. Je suis rentré dans la gendarmerie parce que ça représentait l'ordre, ça représentait la loi, la justice, puis la tenue, l'uniforme, ça me plaisait beaucoup. À l'époque, les gendarmes avaient un képi, il y avait des épaulettes, des chemises, une tenue, c'était élégant. Je trouvais ça vraiment... Enfin, je trouvais ça prestigieux. Après 8 ans passés en Outre-mer, cet ancien artilleur militaire demande sa mutation. Pourquoi tu es revenu à Montpellier? Parce que je suis chez moi, là. Pourquoi je suis revenu à Montpellier? Parce que, regardez, parce qu'ici, il fait bon vivre. Et puis, bon, je suis natif d'ici, donc... 19 h, c'est la fin de la journée pour Fabrice. Dans le centre-ville, la nuit tombée, l'équipe du SAMU social effectue sa maraude. Oui, vous êtes toujours devant la guinguette? Eh bien, on arrive, là, on est à 30 secondes, on est là. Tout le passage qui Au volant, Morad, l'infirmier, et Nicolas, l'assistant social. Montpellier est un point de chute notoire pour de nombreux marginaux venus de la France entière. Près de la gare, certains viennent spontanément à leur rencontre.
Je peux vous proposer quelque chose de chaud, boire quelque chose de chaud, bien, ouais. Comme un café ou une soupe. Ouais. Et du coup, vous allez m'expliquer un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Leur mission, les écouter et éventuellement les héberger. Pas de problème. Vous avez un petit peu de ressources? Comment ça se passe? Un petit peu, oui. Parce que là, ça doit être compliqué. C'est la fin du mois. On attend tous mardi, quoi. Ouais. D'accord. J'avais un commerce, je me suis séparé de ma femme. Vous aviez quoi comme commerce? Un tabac. Ouais. Et voilà, quoi, donc sur Évreux. D'accord. Et je suis retourné chez ma mère pendant 2 mois. Après, j'ai eu un appart. Ouais. Il faut que j'arrive à évacuer, tourner la page. Justement pour David a quitté Mulhouse il y a quelques mois et depuis il traverse la France. Je fais un genre de pèlerinage pour évacuer un peu ce que j'ai dans la tête. Et je suis passé par Dijon. Et maintenant, j'arrive ici sur Montpellier, quoi. Et je fais ça à pied. C'est ce qui vous a attiré ici, c'est à la proximité de la mer? Ouais. C'est ça? Ouais. Le soleil? Le soleil, ouais. La misère, elle est moins dure au soleil, comme on dit. Hein. Et justement, si j'avais une solution pour ce soir, mais elle est collective. Ah, pourquoi pas. David va rester plusieurs jours à Montpellier. Après l'avoir emmené au centre d'hébergement, Morad et Nicolas poursuivent leur maraude dans le parking d'un centre commercial. Je sais pas si c'est bien chaud. Tu testes, tu le dis. C'est le plus chaud. Une dizaine de jeunes sans domicile fixe vivent ici. Morad et Nicolas les connaissent bien. Tout le monde serait l'habitude d'être Ils viennent les voir tous les 2 jours, car ils s'inquiètent pour leur santé. Il va falloir penser à vous nettoyer les yeux régulièrement, en fait. À cause de cette putain de ventilation, voilà. Par rapport à ça et par rapport à la ventilation. Parce que sinon, vous allez choper des conneries, vous allez les accumuler. Comment tu vas? Ça va? Ouais. Là, t'as des compresses, t'en as 10, ok? Et là, je t'ai mis tout ce que j'avais en stock. Ça marche? Ouais. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que la journée, vous prenez l'air. Quand on est arrivé, nous, on l'a senti direct, la ventilation, parce qu'on est juste derrière le camion, quoi. C'est pas top, quoi. Quand ils viennent nous voir, c'est pas juste pour nous donner ce dont on a besoin. Ils restent avec nous, ils parlent une demi-heure, 3 quarts d'heure avec nous. Ils sont sympas. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se bougent pour les plus démunis. Et puis voilà, ça fait toujours un sourire en plus, c'est cool. Oh messieurs, ça nous a fait plaisir de vous voir ce soir. Bah ouais, pareil pour nous. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si on peut faire. Merci bien. Bon courage à vous. En plus de les soigner, Morad et Nicolas les aident dans leur démarche pour trouver un logement. Jusqu'à minuit, ils vont continuer à veiller sur les plus démunis. Quelques heures plus tard, au sud-ouest de Montpellier. Il fait toujours nuit lorsque Laurent, ostréiculteur, débute sa journée. On descend tout, on va faire chauffer les moteurs gentiment. Il part récolter ses huîtres arrivées à maturité. Depuis 20 ans, chaque jour, il sillonne l'étang de Thau sans jamais s'en lasser. Le matin, quand tu vois ça, tu te dis que tu as fait le bon choix. C'est un métier qui est difficile, mais c'est le plus beau bureau du monde. Puis celui-là, il fait un paquet de mètres carrés. Dans ce décor de rêve, Laurent élève la bousigue, l'huître de Méditerranée. Une huître particulière qui grandit sur une corde. Mais c'est beau, hein? Ça ressemble un peu à des petits bijoux. Elles ont un côté doré qui est sympa, petit collant. On a des huîtres qu'on a collées toutes petites il y a quasiment 1 an, qu'on a laissé grandir gentiment. Et là, elles ont une taille, elles sont arrivées à taille marchande. On va juste vérifier si c'est correct en chair. Le but d'une huître, c'est quand même qu'elle soit charnue pour qu'il y ait beaucoup de goût. Elles sont très iodées dans le sud. Ici, il n'y a pas de marée. Les huîtres sont immergées toute la journée et parviennent à maturité au bout d'1 an seulement, contre 2 ans pour celles de l'Atlantique. Laurent les récolte 1 fois par semaine. Et
Là, elles vont arriver sur cette plaque et elles vont casser. Mais comme toute la profession, il est confronté à un virus qui décime 95% des huîtres qu'il élève. Alors pour garder le cap, Laurent s'est spécialisé dans l'huître de luxe. Sur le quai, des ouvrières collent au ciment des petites huîtres prêtes à partir à l'eau. Elles sont destinées à un client très exigeant. Monsieur Charles, comment il va? Salut. Ce client très exigeant, c'est Charles, le chef étoilé qui prépare sa nouvelle carte. Bien. Regarde ta récolte. T'es en train de travailler? Un peu. Ce sera la réserve de Monsieur Charles. Et dans 12 mois, tu feras un tour de magie. Tu feras de l'exceptionnel, tu feras du miracle. J'espère. Charles travaille avec Laurent depuis 2 ans, car il veut du sur-mesure. Il vient goûter sa récolte personnelle, affinée dans des lanternes. La consistance est extraordinaire. Très très fine. C'est magnifique. Là, elle est pour moi. Je viens goûter, on vient discuter, et puis surtout, on évolue ensemble. C'est-à-dire que plus ça va, plus il comprend mes besoins, il comprend mes envies, il comprend mes goûts. Et lui, avec son professionnalisme et sa qualité, il arrive à transformer ses affinages, à transformer ses élevages pour me produire vraiment les huîtres que j'aime et que je veux avoir au restaurant. L'affinage, c'est le secret de Laurent pour ses huîtres d'exception, 5 fois plus chères que la normale. On va les sortir, on va laisser le vent et le soleil faire son travail. Et quand on a décidé qu'il fallait les redescendre, on les redescendra. Le secret, il est un petit peu là. Il est un petit peu dans la durée. Dans la durée, de la façon de le faire. Est-ce que c'est mieux de le faire le jour? Est-ce que c'est mieux de le faire la nuit? Est-ce qu'il y a une différence entre le matin et le soir? Peut-être, peut-être pas. Je ne vous dirai rien. Je pourrais en avoir tout l'été des comme ça? Normalement, il n'y a pas de souci. Il est 10 h, l'heure pour Charles de retourner en cuisine. Au même instant, aux urgences de Montpellier, une équipe du SAMU part en intervention dans le nord de la ville. On part sur une douleur thoracique. Quelqu'un qui, a priori, a mal dans la poitrine à l'appel et aurait fait un malaise et n'arrive plus à parler. Enfin, en tout cas, le médecin régulateur n'est pas arrivé à lui parler. Cécile a 32 ans, elle est médecin. Aujourd'hui, elle fait équipe avec Nicolas, un infirmier anesthésiste qu'elle connaît bien. Ils sont mari et femme. Le Murviel, c'est bon, j'ai trouvé, merci. L'intervention a lieu dans un centre de formation en archéologie. L'homme allongé par terre est un enseignant. Il s'est effondré pendant qu'il donnait un cours. Il a 62 ans. D'accord. Vous avez toujours mal dans la poitrine là, actuellement? Ouais. D'accord. Ça vous fait quoi comme douleur? Une barre. Posez votre tête, faites pas d'effort, d'accord? Une barre. Pas une barre, un gros poids. Un gros poids, d'accord. Vous avez des problèmes de diabète? De tension? Désolée, c'est un peu l'interrogatoire. Hein? Non. 90. Bougez pas, monsieur, on fait l'enregistrement du cœur. Bon, je vous explique. Restez allongé. Vous avez très mal dans la poitrine parce que là, vous avez un souci au niveau du cœur. Vous êtes en train de faire un infarctus. D'accord? C'est pour ça que vous avez très mal, que vous étiez en sueur et tout. D'accord? Donc là, on va vous perfuser. D'accord? On va vous faire des médicaments pour fluidifier le sang. Et on va devoir vous ramener rapidement sur l'hôpital. D'accord? L'homme risque à tout moment de faire un arrêt cardiaque. Un grand danger ou pas? Vous nous avez appelé, donc à temps, c'est bien. Vous avez une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque, il n'y a pas de trouble du rythme, d'accord? Donc on va aller vite, mais voilà, pour l'instant ça va, d'accord? On est en train de vous traiter. Vous imaginez bien, sinon on ne se dépêcherait pas, il y a toujours un risque. Mais bon, c'est plutôt rassurant. Et j'espère que dans quelques jours, ce sera un mauvais souvenir. Ce type d'urgence est une des plus fréquentes pour le SAMU. À l'hôpital, une équipe de spécialistes attend le patient pour l'intervention. 1, 2, 3. Sinon, ça serait mis au milieu du thorax, c'est comme vous voulez. Bon courage, bon rétablissement. J'appelle votre
épouse, d'accord, pour lui dire où est-ce que vous êtes, ok? Voilà. Et bon courage, monsieur. L'homme restera sous surveillance une semaine à l'hôpital. Depuis qu'ils se sont rencontrés aux urgences il y a 4 ans, le couple a appris à travailler ensemble. On s'est vite rendu compte que c'était grave quand on a regardé tous les deux l'enregistrement du cœur. Et après, voilà, il est parti, il savait ce qu'il avait à faire. Moi, je suis partie sur autre chose pour l'aider. Et du coup, ça a été assez rapide. On a été assez complémentaires. Mais un peu comme quand on est à la maison où voilà, on a des rôles précis, particuliers, qui se sont installés comme ça. Et au boulot, c'est pareil. En fait, on a des rôles complémentaires. On n'a pas les mêmes compétences. Pas les mêmes connaissances, mais voilà, les deux ensemble, ça marche plutôt bien, comme dans la vie privée en fait. Bon, allez. Pour supporter la pression de ces interventions, Cécile et Nicolas sortent régulièrement avec leurs collègues de l'hôpital. Ce soir, c'est sur la plage Jean Jaurès, à 2 pas de la Comédie. Une des places les plus animées de la ville. Autour de cette table, pas de Montpellierin pure souche, mais tous d'adoption. Cécile vient de Dijon et Nicolas de Bretagne. Souvent, les étudiants en médecine, ils viennent faire l'internat ici en disant qu'ils vont rester quelques années. Et en fait, ils repartent jamais de Montpellier. Ça fait bientôt 7 ans que je suis là, mais je ne regrette pas d'être là. C'est quand même très agréable et je pense que pour le moment, je repartirai à Dijon. C'est vrai que voilà, à Montpellier, dès fin mars, tu peux commencer à être en terrasse, profiter de la vie nocturne jusqu'à 1h du matin. Et le soir, c'est bambou là. Le lendemain, mercredi, la ville semble paisible. En apparence. Je me déplace. Fabrice, le gendarme, participe à un exercice de tir. Ok, vas-y, progresse. Chaque semaine, il s'entraîne avec ses collègues à manier son arme et à se défendre. Ok, à ton feu, marteau à la battue, en main l'étui. Reculez. La garde, attention la garde, toujours gendarme, main ouverte. Main ouverte. On n'agresse pas les gens. Monsieur, vous reculez, tout simplement. Dès qu'il veut au contact, là je le ferme. Reculez, reculez. Voilà. On a chaud d'un coup là. On a chaud d'un coup, mais ça va. Tu as déjà utilisé ton arme? En service, non. Que Dieu m'en garde. Parce que tirer sur un individu, c'est pas, on ne rentre pas dans la gendarmerie pour tirer sur des gens. Hein. On est préparé à affronter cette situation. Après, des situations qui se dégradent vraiment dans notre carrière, on n'en rencontre pas 50. Quoi, hein. On va rencontrer 2-3. Il faut être bon dans ces 2-3. Quoi, voilà. Bon, on y va les filles. Allez. Un engagement que Fabrice doit mener de front avec sa vie de famille. Ça va ma poupée? Après son service, il va chercher sa fille de 5 ans au centre de loisirs. On est allé au dojo. Au dojo? Oh, c'est génial. Et vous avez fait quoi au dojo? Le jeu de la galette. Vous avez et fait le loup renard. Ah ouais? Le loup. Et t'as fait de la lecture? Ouais. Et des mathématiques? Bon, ça va. Et qu'est-ce que tu penses qu'il a fait ton papa aujourd'hui? Il fait son travail de gendarme. Et c'est quoi le travail de gendarme? C'est d'attraper les voleurs et de les mettre en prison. À perdre. Ouais. T'es bien quand il vient te chercher comme ça à la garderie? Pas en gendarme, hein. Pourquoi? À ton avis. Parce que tout le temps, après, ils me disent des mots de mes amis. Ils vivent avec ce métier, les gamins. Ça te gêne, ça? Ouais, ça me gêne. Ça me gêne parce que je veux pas qu'on les ennuie comme tous les parents. Je veux pas qu'ils soient ennuyés, je veux pas qu'ils soient montés du doigt, je veux pas qu'ils se fondent dans la population comme tout le monde. Mais quand on a une tenue sur soi, on n'est plus tout monsieur tout le monde. Un métier particulier, puisqu'en plus Fabrice habite dans la caserne, située juste en face de sa brigade. Ça va? Il y vit avec sa femme et 2 de ses 4 enfants. Ça va? Ève est esthéticienne et doit aussi composer avec le métier de son mari. Il y a des aubergines. T'es content?
C'est difficile si j'ai pas de nouvelles, s'il part sur une intervention et puis que j'ai aperçu qu'il avait mis son gilet pare-balles, par exemple. Je dis rien, mais si au bout de quelques heures je n'ai pas de nouvelles, je suis pas bien. Alors je peux pas le montrer aux enfants, je dis toujours que tout va bien, il faut être patiente. Bon, la plupart du temps ça se passe bien, ça se finit bien. Avec Shaima, avec Marilyn, je les aider. Et ce que Ève redoute le plus va arriver cette nuit-là. Il est 23 h. Fabrice part en urgence. Dis-moi, je pars sur un type qui s'est retranché avec un fusil de chasse chez lui. Fabrice a été appelé car il est aussi négociateur. Il a été formé par le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, pour gérer ces situations à risque. Ils sont 300 gendarmes comme lui en France. Mon rôle, ça va être de stabiliser la situation et ensuite d'essayer d'obtenir la reddition de l'individu. Et puis cesser toute situation dangereuse, quoi. C'est ça le but. Hein. C'est d'un qui ne se fasse pas péter le caisson et deux qui ne s'amuse pas à tirer sur quiconque, quoi. C'est la femme du forcené qui a prévenu la gendarmerie il y a une demi-heure. Un groupe d'intervention est déjà sur place. C'est ici que ça se passe. Ok. Une quarantaine d'hommes armés ont pris position autour de la maison où s'est retranché le forcené. Ok. Vous faites un petit point à Fabrice ? À l'origine du drame, une dispute conjugale. Donc c'est récurrent, d'accord ? Ouais. Le problème étant, c'est qu'il est sujet donc, à l'alcool. Ah. Il est connu des services de police de gendarmerie. Ah. D'accord. Il est très agressif. Ah. D'accord. Et surtout, il est armé. Ouais, il est armé de quoi ? C'est-à-dire qu'il a un fusil, apparemment c'est un canoncier. Oh putain. D'accord. Ouais. Nous, on a discuté avec lui à peu près pendant un petit quart d'heure. Donc, je me suis chargé. C'est toi qui as... J'ai essayé de bien. négocier avec lui. Hein, d'accord. Donc, il a refusé. Donc, de sortir. D'accord. À l'étage de la maison, il y a la femme et ses 2 enfants. L'homme armé, lui, s'est enfermé seul dans une chambre, au rez-de-chaussée. À tout moment, il peut sortir et tirer à bout portant. Un groupe de gendarmes est posté derrière sa porte. On ne peut pas prendre ça à la légère, c'est un homme qui est armé d'un fusil canoncier. Le forcené ne veut pas se rendre, alors Fabrice va voir sa compagne pour établir son profil psychologique. Bonjour madame, je suis négociateur de crise. Non mais bon, c'est pas grave, on est là pour arranger les choses. Hein. Il a beaucoup bu ou quoi? Monsieur, il peut boire n'importe quoi, mais il ne dort jamais. Ah, il ne dort jamais? Non. C'est quoi la situation? Pourquoi ça a explosé là? On s'est fâché. Il me dit, de toute façon c'est terminé entre nous, je me casse. D'accord. Et il prend le fusil. Il était où ce fusil? Dans l'armoire. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. L'homme est aussi sous l'emprise de stupéfiants. Alors que Fabrice est à l'étage, le forcené sort de sa chambre. Individu interpellé. Il est rapidement maîtrisé. Monsieur. Voilà, on s'étend, voilà. Est-ce que vous avez une arme avec vous? Non, il n'y a pas d'arme avec moi. Pourquoi votre dame nous dit que vous aviez une arme? Ma femme, elle est folle, ma femme. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ok. Pour moi, c'est démesuré, votre truc. C'est... Trouvez là. Regardez. C'est bon, c'est bon, là. Ce fusil-là, c'est l'héritage de mon père. C'est le seul truc qui me reste de mon père. C'est la seule pièce qui vous reste. D'accord. Vous vous enfermez dans une pièce, vous avez un fusil. Pour être tranquille. Ah, pour être tranquille, vous mettez tranquille. Mais non, oui, on... Allez. Quoi, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Si vous allez avec un fusil dans une pièce, c'est pas pour être tranquille. Hein? C'est pour faire quoi? Ben, je sais pas, je vous pose la question. Pourquoi vous faites quoi? Peut-être pour éviter qu'on me tire dessus. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'armes, monsieur? Ah, mais je dis quoi? Mais oui, mais alors... D'accord. Est-ce que vous avez d'autres armes? On va fouiller, donc. Faut nous le dire, quoi. Fouiller, si vous voulez. Vous avez que ça à faire, fouiller. Très bien. Parce que demain, je dois me lever à 6h du matin pour aller travailler, d'accord? Ok? Pour un CDI de merde à 800 €. Ok? Pour m'en sortir. Vous allez être placé en garde à vue, monsieur? On va vous ramener la brigade, on va procéder à une perquisition, on va vérifier qu'il n'y a pas d'autres armes, d'autres munitions. Ça va? À l'étage, Fabrice rassure sa compagne, qui a déjà porté plainte pour violence conjugale. Mais là, il va m'en vouloir. Mais il va vous en vouloir, mais vous lui avez peut-être sauvé la vie ce soir.
Je crois. Mais oui, mais j'en suis sûr, moi. Alors, vous n'avez pas du tout à vous en vouloir. Non, mais madame, vous êtes quelqu'un de bien, hein. Sachez-le. Hein. Vous êtes quelqu'un de bien. Hein. C'est juste que là, en ce moment, ça va pas trop, quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas tout qui roule, quoi. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Hein. On n'a qu'à voir votre intérieur, hein. C'est tout rangé, tout propre. Je sors jamais. Hein? Je sors jamais. Et là, la dernière fois qu'il vous a tapé, là, c'était quand? Mardi dernier. Si on repousse la limite, on va attendre quoi, là? Un drame pour dire, ben, si j'avais su. Non, il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Hein, ma petite dame. Parce que il est en bas de votre santé et celle de vos enfants. Elles dorment, là, les petites, là? Non. Allez les tranquilliser. Qu'elles ne voient pas les gendarmes, qu'elles ne voient pas tout ça. Hein? Ouais. Le forcené est placé en garde à vue pour port illégal d'armes et violence conjugale. Je reviens, moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son épouse, mais elle a bien fait de nous appeler. La preuve étant, c'est qu'aujourd'hui, cet homme est vivant et puis voilà, je suis content. Je suis très content. Ce soir, le pire a peut-être été évité. Bonjour. Dis-moi, je t'appelais pour savoir si à la chambre 33, il y avait toujours les personnes qui ont été mises à l'abri. Ça marche? Allez, à tout de suite, merci. Le lendemain, dans le local du SAMU social, Morad et Nicolas préparent leurs interventions. Chaque jour, ils répondent à une vingtaine de signalements d'urgence. Il y a des choses auto-reconnaissables facilement pour qu'on puisse trouver plus facilement. Parce qu'il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Au téléphone, une femme en détresse et sans abri cherche à les rencontrer. Vous êtes habillé comment? Vous êtes comment? D'accord, en noir et bleu. D'accord, avec une capuche. Oh oui. Bonjour, on est l'équipe du SAMU social. Je peux vous délester d'un sac? Cette femme de 48 ans est venue à Montpellier pour trouver un travail. Elle vit dans la rue depuis 1 mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous, en fait? À l'hôpital, ils ont décidé que j'avais la gale. Ils ont dit que j'étais SDF. Ils ont dit que c'était pas de leur ressort. Et pour la gale, ils ont donné un traitement quand même? Oui, il faut que j'aille le chercher. L'intervention est délicate. La gale est extrêmement contagieuse. Là, ces affaires sont dans le camion, il va falloir qu'on décontamine après derrière. Ce soir, les 200 places d'hébergement d'urgence de Montpellier sont déjà prises. Mais le cas de cette femme est préoccupant. Alors le SAMU social va lui trouver une chambre dans un hôtel. Morad s'occupe du traitement médical, pendant que Nicolas cherche des vêtements propres. Elle est pas bien aussi, elle a froid, elle doit être fatiguée. Donc je prévois aussi l'éventualité d'un petit quelque chose d'assez chaud pour elle. Et puis elle sera bien, elle va rester à l'hôtel. Le temps qu'on relève un petit peu ce qui n'a pas fonctionné jusque-là dans son parcours, puisque là, il semblerait qu'elle baisse un petit peu les bras. Nicolas va l'aider à se réinsérer. Mais avant, la femme passera 3 nuits à l'hôtel pour se soigner et se reposer. Ça va? Alors attendez, posez pas vos affaires sur le lit. L'urgence pour Morad, c'est de laver les vêtements de cette femme afin d'éviter toute contamination. Au moins, vous allez vous doucher, vous mettrez tout le reste dans ce sac-là. Vous le fermez quand vous avez fini, d'accord? Vous passez la lotion. Et une fois que c'est fait, vous le doublez et vous le refermez bien. Et demain, on viendra le récupérer pour le faire laver. D'accord? Après avoir perdu son travail d'agent hospitalier, puis son logement, cette femme isolée ne parvient plus à s'en sortir. Pour moi, il est évident que je serais resté dans la rue, ça c'est certain. Mais je n'en serais pas sorti. Ce soir? Ah bah oui, je suis très mal, les gens s'en rendent pas compte. Heureusement que j'ai un bon moral, mais je suis extrêmement fatigué. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rue ou de nuit dehors. On part tout de suite faire laver votre linge et on vous le ramènera demain séché. Mais pas plié par contre, hein. Ça marche? Tu l'as doublé l'autre? Ouais, c'est doublé. Je vous serre pas la main, mais le carrier, non, c'est pourquoi? Je vous déconseille. Ouais. Voilà, donc reposez-vous bien. Ça. Ce qui m'a, on va dire, touché dans la situation, c'est le lien qu'on a pu créer avec elle. On l'a rencontrée au départ à l'hôpital, elle était assise, la tête baissée, elle parlait pas.
Et puis finalement, là, on part et puis elle a le sourire et elle nous dit ben, merci. Donc on se dit, ben, là, on a cette situation-là. En tout cas, on a plus ou moins géré, on peut dire. Toute la nuit, Nicolas et Morad vont poursuivre leurs interventions auprès des sans-abri. Cette nuit-là, à 10 km au sud de la ville, un autre homme est en plein travail. Jean-Sébastien, le pêcheur de Palavas. Il part lever les filets qu'il a calés la veille. Allez voir ce qu'il y a dans les filets, ça c'est comme quand vous grattez un ticket de grattage, vous êtes content. Et là on est toujours plein d'espoir avant de les lever. Il espère pêcher des pièces d'exception pour Charles, le chef étoilé. Avec Philippe, Jean-Sébastien, le pêcheur de Palavas, traque les poissons nobles de Méditerranée. Une pêche artisanale pratiquée près des côtes. Ah, une belle sole, voilà, c'est ce qu'on recherchait. Si on arrive à en prendre une dizaine, on sera content. Ah ben une deuxième qui arrive. Voilà, ça c'est une sole qui doit faire dans les 700 grammes. Ça fait partie des grosses soles chez nous. Là par exemple, on vient de prendre une sèche. On pourra peut-être en avoir 3 ou 4. Ah, là il monte une belle raie. C'est un poisson qui est pareil, qui a une bonne valeur ajoutée sur le quai. C'est une raie qui la peau est complètement abrasive. Donc là j'ai des gants. Ouais, elle m'a mordu, oui. Et quand j'ai pas de gants, ça me râpe les doigts. En quelques minutes, les poissons s'amassent. Ah, le premier homard. En espérant qu'il y en ait d'autres. Il est très beau. Là, c'est le homard méditerranéen. C'est le même que le homard breton. Il est un peu plus foncé. C'est ce que je préfère monter dans les filets. C'est quand même magnifique, quoi. C'est un cuirassé, quoi. C'est sublime. Voilà, surtout que on n'est pas comme en Bretagne, on n'en a pas partout, nous. Des homards, ils s'en pêchent très peu. Là, on est venu pour, on en a pris. Ça, c'est ce que je préfère dans la pêche. Voilà, on fait toujours attention. Pour les homards, Jean-Sébastien a aussi posé des casiers sur des fonds rocheux. Le jour se lève quand il découvre ce qu'il y a dedans. Ah, des beaux congres. Pas vraiment ce qu'il attendait. C'est clair. Ah, il est sorti. Ça, faut faire attention, ça mord. C'est pas gentil, ça. Ah, c'est quand même un con, il fait ma taille, quoi. C'est des belles bêtes. Ah, c'est une belle bête, ouais, là. Un poisson de taille, mais qui ne vaut pas très cher sur le marché. Eh, t'as bien bossé, mon filou. Il est 6 heures. Jean-Sébastien rentre au port de Palavas pour vendre sa pêche. Et elle a été bonne. Une vingtaine de sols, 5 homards, 2 raies et une dizaine d'autres espèces. De quoi satisfaire Charles, le chef étoilé, à la recherche de produits rares. Salut Charles. Comment tu vas? Ça va? Parle un peu ça. Oh. Je te l'avais dit, hein, quand oui. T'es pas sorti pour rien. Non. Putain, ça c'est une belle nuit, hein. Voilà. Ah, génial. La belle sole. Des sols, des homards surtout, extraordinaire. Ils pêchent la nuit dans des filets où souvent à la ligne, c'est des poissons qui sont pris dans le filet, ils sont immédiatement sortis de l'eau. Donc c'est ça qui moi, m'intéresse, parce qu'on a des poissons qui ne sont pas stressés, pas ravagés par les filets. Ils ne meurent pas étouffés. Et c'est ça que je recherche, moi, avant tout. Je prends les 3 petits et le gros. Allez, super. Allez. Le gros, il fait 1,550 kg. C'est bon. Je t'enverrai une photo une fois qu'il sera dans la casserole, quand même. Ouais, si tu veux. Ouais. C'est pas vrai. C'est bon, allez. le turbo que je voulais. Ah, ça, je l'ai déjà fait. Bon, merci, hein. Allez, à bientôt. Ciao, à bientôt. Charles est attendu dans son restaurant pour élaborer sa nouvelle carte de saison. Tu vois, les homards, ils sont très beaux, je vais te les montrer. Ils sont gros, ouais. Tu vois ? Avec Florian, son second de cuisine, ils sont en pleine réflexion. On va Donc on va essayer de réfléchir comment on pourra faire ça. Pour créer de nouveaux plats à base de homards et d'huîtres de Méditerranée. Dans le bouillon, donc on va mettre l'huître. Ce que j'aurais aimé à côté, c'est qu'on fasse un tartare d'huître dans l'assiette.
Toujours pour rappeler qu'il y a un parallèle entre les deux. En quelques minutes, le chef prépare un homard à la mangue, accompagné d'huîtres en tartare et en infusion. On goûte? Ouais. Bon alors normalement ils vont avoir les deux en même temps. Hein. Donc ils vont servir leur bouillon. Et après ils vont goûter comme ça. Ouais, la mangue est très présente. Hein. Ouais. Du coup ça emporte un peu sur l'huître. Ou alors tu sais quoi, il faudrait travailler des mangues moins mûres, un peu plus vertes. Moins sucré, plus acide. Moins sucré, avec un peu plus d'acidité, ouais. Pour qu'il y ait moins de contraste entre les deux. Ouais. Hein? On imagine beaucoup quand même dans la tête. Et puis quand arrive le moment de dresser, souvent c'est les détails qui tuent, quoi. Là on vient de dresser d'une certaine façon, j'étais persuadé que ça allait marcher, et finalement ça marche pas, donc on recommence. Tac, avec la noisette. Maintenant le verdict, c'est mes clients ce soir en salle. C'est eux qui vont me dire, hein. C'est les premiers juges, hein. C'est eux qui vont me le dire tout de suite. 20 h, les premiers clients sont attablés. Et parmi eux, Frédéric, le luthier. Enfin gourmet, il connaît bien le restaurant et a invité Baptiste, son assistant. J'ai quelques suggestions à vous faire sur le menu carte ce soir. J'ai du homard de Méditerranée, chose qui est assez rare. Ça vient d'où, Méditerranée? Méditerranée, c'est pêché au large de Maguelone. Du homard au large de Maguelone. Ah, exactement, au large de Maguelone. Ouais, alors je crois que ça va le faire. Voilà, c'est magnifique homard, c'est très rare. Vous allez voir, c'est une consistance et un goût. Le homard est naturellement salé par rapport au homard breton. Il a une chair qui est beaucoup plus dense. C'est vraiment un produit d'exception. Si vous voulez que je vous le prépare en entrée, c'est avec grand plaisir. Ok, super. Aucune allergie, rien de particulier? Non, on n'est pas allergique aux bonnes bêtes. C'est vrai? Non, seulement aux sales bêtes. Seulement aux sales bêtes. Ouais. Bon. Ça marche, les 6 couverts, donc 6 asperges à suivre 6 homards. Ce soir, l'enjeu pour Charles est important. Il mise beaucoup sur cette recette pour surprendre ses clients. Ah, la fameuse bête. Incroyable. Super. Merci. Voilà. Incroyable. Et il est parfaitement cuit, c'est-à-dire... Légèrement il est à peine cru, ouais, à peine cuit, presque cru dedans. Là. Ça, c'est une vraie surprise. Et ça, ce homard-là, ça va laisser des traces. C'est en train d'imprimer dans ma carte mémoire des choses indélébiles. Ouais. Les réactions sont plutôt bonnes, mais je me satisfais jamais de moi très vite, donc j'attends un peu, je vais voir. En général, il suffit d'avoir une critique négative et je l'enlève en général. Je suis assez susceptible, donc... Parce que les homards de Méditerranée sont rares, quelques jours plus tard, le plat rejoint la carte de Charles avec de temps en temps du homard breton. Le lendemain, dans la vieille ville, c'est le grand jour pour Frédéric. Il a terminé l'alto et le musicien russe va le tester. C'est toujours un moment excitant de faire essayer un instrument. C'est un moment précieux, c'est un moment où ça se cristallise. La relation entre le musicien et l'instrument, comme ça au tout début. Quand il attrape l'instrument, les premières notes, les sensations, c'est les choses qui comptent. C'est là que ça se détermine. Ouais. Constantin Boyarski arrive d'Angleterre. Il est soliste à l'Opéra Royal de Londres. Bonjour, comment vas-tu? Je suis content de te voir. Frédéric lui a fabriqué son premier instrument il y a 19 ans. J'aimerais que tu essaies ce nouvel alto et que tu me dises ce que tu en penses. C'est un nouveau modèle, un petit. Tu viens juste de le terminer? Oui, je viens juste de le terminer. Il est encore chaud? Non, il est sec, ça va. Essayons-le dans cette salle pour voir comment il sonne. Ça me chatouille. Voilà, ça me donne des frissons et c'est très agréable en fait. C'est physique, on le sent ici. Quand il joue les graves, je sens le son
d'abord qui remplit la pièce. Ça vient pas seulement de là, même si je me tourne, c'est partout. OK. Après 15 minutes d'essai, le virtuose a du mal à trouver ses marques. Tu peux jouer spiccato ou quelque chose de rapide? Plus je joue avec, plus je l'apprécie et plus je le découvre. Je reste prudent parce que mon alto est plus grand que ça, donc tout est plus grand aussi. Mais le plus important, c'est la sonorité. Et il sonne comme un instrument très puissant. À mon avis, si j'avais l'occasion de jouer un peu plus avec, il pourrait donner une palette de sonorités très vaste. À cause de sa petite taille, ce nouveau modèle ne convient pas à Constantin, mais sa critique est bonne. Au bout du compte, après tout ce temps passé à le fabriquer, ouais, c'est le sentiment du travail bien fait. Ouais, ça, c'est quelque chose de précieux, de très, très enrichissant, en fait. Une semaine plus tard, cet alto à 20 000 € a fait le bonheur d'un autre musicien. À 2 pas de la vieille ville, au nord de Montpellier. La nuit tombe sur les urgences de l'hôpital. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Est-ce que vous avez mal quelque part? Cécile, la médecin urgentiste, est de garde cette nuit, avec un autre médecin et 3 internes. D'accord. Ce patient vient d'avoir un grave accident de voiture. Sa vie n'est pas en danger, mais sa mâchoire et ses dents sont en piteux état. D'accord. L'autre côté aussi, il n'y a pas de problème? Bon, vous avez un peu les mains pleines de sang, donc ça, c'est pas bien grave. Il y a la d'origine. Et là, vous en avez perdu une, là, non? Oui, celle-là, elle était d'origine. Celle-là aussi, elle est... Bien observé, hein, je suis désolée. Oui, parce que celle-là, elle a mis en cache. D'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, après, ça se passe tellement, ça arrive tellement vite dans ces cas-là. Il n'est pas le seul, hein. Il y a eu 5 voitures. Le pauvre, il a dû avoir peur. Il a eu un gros accident. Quand il est arrivé, il était plein de sang. Donc voilà. Bon, puis finalement, ben, il s'en tire très bien. Vous avez de la chance, hein. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Genre la 90. Est-ce que le camion qui m'a tapé, est-ce que c'est l'autre? On va le mettre après bien en position assise. On va voir un petit peu comment il est. D'accord? Et puis on verra après. OK? On verra après, puis on va le remettre debout tranquillement. Comme tous les samedis soirs, le service est archi plein. Il faut gérer l'inquiétude des familles et les abus d'alcool. Juste en sortant, vous savez, tout droit, elle va tamponner. En tant que médecin-chef, Cécile voit tous les patients de la nuit, des cas les plus graves aux plus bénins. Et on sait à quoi vous êtes allergique? Je pense que c'est le muscle qui a pris un coup. On essaye d'éviter d'avoir la jambe qui pend tout le temps, d'accord? Ça s'est passé comment? Racontez-moi un petit peu. Je roulais, il y avait des moutons à gauche. J'ai regardé. Et quand j'ai tourné la tête, la voiture qui était celle que j'ai tamponnée, devant il y en avait une autre, elle s'était arrêtée pour parler. En fait, vous les avez pas vus, sont arrêtés brutalement, ouais, c'est ça? Celle qui était devant, que j'ai tamponnée, elle s'est arrêtée pour parler au berger. À 3 h du matin, les pompiers amènent une dame de 84 ans. Elle est tombée chez elle durant la nuit. Je pense qu'il faudra tout laver. Hein. Vous n'avez pas perdu connaissance? Non, non. Vous vous souvenez de tout? Non, non, rien. Non, je suis tombé. D'accord. mais qu'elle n'a pas perdu connaissance. D'accord, ok. On va regarder la plaie. Je dis, on va regarder la tête. Regarde la tête. Il y a un petit hématome là en dessous. Là. Ouh, il y a une belle bosse, hein. Je suis désolée, il va falloir que je coupe quelques cheveux, madame. Ben coupez, oh là, ben, vous en faites pas. Ça va repousser, hein. C'est ouvert beaucoup? Ah, il y a bien 3-4 cm, ouais. On a bien vu où était la plaie, donc on va vous faire des points, d'accord? D'accord. Il est 4 h 30 du matin. Cécile s'accorde une petite pause. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange de bon? Mais je sais pas si nous avons tellement faim pour manger ce qu'il y a quand même. Bon, champignons à la grecque, ça se mange. C'est ça qui est un petit peu plus difficile. Poisson, épinards, pâtes et moules. À 4 h 30 du matin. Bon, ça va, ça se mange. Ça manque un peu de sel, mais ça va.
Pas le temps de s'attarder, les blessés de fin de soirée commencent à arriver. Le samedi soir, un tiers des admissions aux urgences est lié à l'abus d'alcool. Ces soirées trop arrosées, à l'autre bout de la ville, au même moment, les gendarmes tentent aussi d'en limiter les dégâts. Bonsoir, c'est contrôle gendarmerie. Bonsoir. Allez, on présente ton permis. Fabrice et ses collègues sont postés au carrefour d'une sortie de discothèque. Étonnamment, les premières voitures contrôlées ne viennent pas de là. Vous arrivez d'où, là, les jeunes, là? En Espagne. Tu es en Espagne? Vous êtes allé acheter des cigarettes? Hein? Ça répond pas, non, monsieur. Vous êtes allé à la frontière? Un peu plus loin que ça. Vous laissez, hein? Ouais. Ça t'allait voir les filles, oui, en Espagne. Je vois leur sourire, alors leurs yeux. Nos gamins, on les connaît, nos gamins. Hein. On sait où ils vont. Hein. Ils vont en Espagne, il y a des maisons où il y a des filles et la prostitution est possible. C'est des maisons closes. Et en France, c'est interdit, donc ils vont en Espagne. Oui, vous conduisez normal, évidemment. Hein. Attention, 130. Tiens, souffle là-dedans, s'il te plaît, pendant 2 minutes. 5 secondes. Allez, vas-y. Voilà, 0-0. Impeccable, jeune homme. Allez, les grands. Merci. Passez une bonne soirée. Deuxième véhicule. Vous arrivez d'où? De la boîte? Vous arrivez d'Espagne? Ah. Encore des Espagnols d'adoption, hein? Ouais. 0. Parfait, monsieur. Toutes les voitures sont arrêtées et très vite, un conducteur est contrôlé positif. Bonsoir, monsieur. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous avez consommé quoi? Un whisky et du coca. Quand? Tout à l'heure, là. Vous avez bu qu'un verre? Ouais, j'ai bu un verre. Et derrière, ils sont comment tous là? Ouais, il faut que je les ramène. Donc on va vérifier, vous soufflez Pour connaître le taux exact, il doit souffler dans un autre appareil. Au-delà de 0,25 mg d'alcool, il est en infraction. Donc vous allez prendre une amende. Mais dites-moi. Mais je vous le dis. Dites-moi. Vous êtes verbalisé pour 90 €. Vous aurez 0,31 là. Est-ce que j'ai le droit de demander une prise de sang? Non. Là, vous avez 0,31, ça équivaut à plus de sang. Elle est fiable? Oui, elle est fiable. Vous avez vérifié? Non, vous n'avez pas le droit de vérifier. Oui, d'accord. Par contre, vous avez le droit de souffler dans un quart d'heure. Regardez, à votre santé. L'homme conteste tout. Pour essayer de faire baisser son taux, durant un quart d'heure, il va boire 1 litre de jus de fruits. Jusqu'au nouvel essai. Merci. Bon, bougez, ouais. Bon. Mais rien n'y fait, le taux est identique. L'homme a une amende de 90 € et perd 6 points de permis. Fabrice teste les autres passagers pour savoir qui ramènera le véhicule. Et surprise, ils sont tous négatifs. Attendez, moi, tu as 0, c'est pas possible. Putain, les gars, vous êtes bêtes. Vous êtes cons, hein? Notamment, hein? Je peux contester? Oui, je vais vous dire. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, jeune homme. Certains ont bien compris que pour bien finir leur soirée, il valait mieux rentrer à pied. Tu me reconnais pas? Ah, voilà, la jeunesse montpelliéraine. Vous l'avez, là? Vous les avez, Montpelliérains. Bilan du contrôle, 6 amendes et un retrait de permis. Dimanche matin, les fêtards sont rentrés se coucher. La ville retrouve son calme. Malgré sa nuit aux urgences et quelques heures de sommeil, Cécile profite de son jour de repos pour monter son cheval. Salut mon croc. On était en train de manger, hein? Un dimanche sans son mari, qui est de garde au SAMU. Ça me permet vraiment de couper de mon monde hospitalier et de venir pouvoir me balader ici, être avec mon cheval. Et en plus, il est très calme, il est très gentil. Donc ça permet vraiment de passer un moment relaxé. Hein. Nicolas, l'assistant social, prend aussi le grand air. Demain, il entamera une nouvelle semaine auprès des plus démunis. Comme ça, c'est mieux pour moi. C'est la première fois qu'on prend les empreintes? Pour Fabrice, c'est un dimanche au travail. Merci. De permanence à la brigade, il gère les gardes à vue
sans jamais perdre sa bonne humeur. Vous avez un nez droit et fin. Vous avez un nez proéminent. On l'a déjà dit, non? Bon. Au même moment, Frédéric le luthier se ressource au jardin du Pérou. Le poumon vert de la ville. Les fameux magnolias de Pierre Magnol. Il y en a 4 là, autour de la statue de Louis XIV. Demain, il se rendra à Tokyo pour livrer un de ses violons. Bonjour. Quant à Charles au restaurant, il peut enfin savourer le succès de sa nouvelle carte. Bonjour, ça va bien? Bonsoir. Une parenthèse enchantée avant de redémarrer une nouvelle semaine à Montpellier.